Bienvenue à tous. Avant d'entamer notre Assemblée générale, nous avons sollicité François-Xavier Schweyer, professeur et chercheur à l'École des hautes études en santé publique, mais aussi administrateur de notre association, pour une intervention sur la santé dont nous faisons un axe stratégique de notre projet associatif. Donc le titre qu'il a lui-même choisi, « Soigner les exclus, les défis de la santé sociale ». Donc pour ne pas perdre de temps, je lui cède la parole tout de suite et on prendra le cours de l'Assemblée générale ensuite. Merci. Pour commencer, je voudrais juste pointer l'évolution du sens des mots. La santé, longtemps, a été perçue comme un bien privé. Vous savez qu'actuellement, on est dans un mouvement de transformation du système de santé. Ce n'est pas qu'une affaire d'organisation, de financement, etc. C'est aussi une affaire de conception de la santé. Et très longtemps, la santé a été un bien privé confié à des professionnels qualifiés. Et finalement, ça revenait à chacun d'être à l'initiative ou de gérer sa santé. Et puis la protection sociale devait assurer un égal accès aux soins. Alors, on sait que la crise économique, l'épidémie de sida, le vieillissement de la population, les scandales sanitaires, etc., ont rebattu les cartes. Et aujourd'hui, on a une conception de la santé qui est plus ouverte, plus populationnelle, plus territoriale, plus politique aussi. Je pense que c'est très important de repenser l'accès aux soins et les questions de santé dans une perspective qui est celle je dirais pas seulement de la santé publique, mais vraiment des politiques publiques. Deuxième notion qui a beaucoup changé, c'est la pauvreté. La pauvreté, en fait, c'est une relation sociale qui est définie par une relation d'aide. C'est pour ça que dans les pays pauvres, il n'y a pas de pauvres. C'est-à-dire que quand la pauvreté est intégrée, eh bien, elle n'est pas stigmatisante. En revanche, dans des sociétés démocratiques productivistes riches comme les nôtres, la pauvreté est stigmatisante parce que c'est une pauvreté marginale, en fait. Elle est combattue, elle est ciblée, elle désigne des populations. Et alors là encore, ça a évolué dans la mesure où, après les années 80-90, on a parlé de la nouvelle pauvreté, on a parlé de l'exclusion, etc. Donc, on a une pauvreté qui s'est élargie et qui est devenue franchement disqualifiante. Alors aujourd'hui, on a, je dirais, des situations très hétérogènes de pauvreté et on a une conception qui est beaucoup plus élargie, je dirais. Et puis la troisième notion qui a beaucoup évolué, c'est celle d'inégalité sociale de santé, parce que très longtemps, on a pensé en termes d'individus, de comportement, d'attitude, de connaissances, et finalement, ça revenait à s'exposer au risque de blâmer les victimes parce que finalement les inégalités sociales, elles étaient incarnées individuellement. On voit bien que les soins médicaux dans les pays riches sont assez égalitaires en fait. On soigne à peu près également les riches, les pauvres, pourvu qu'ils aient accès aux soins. En revanche, ce qu'ont montré les études récentes, et les Britanniques d'abord, le Black Report en 1980, c'est que en fait les inégalités sociales de santé, c'est pas les pauvres. C'est un gradient social, c'est-à-dire que c'est très directement lié, non seulement aux conditions socio-économiques, mais aux supports sociaux, aux représentations qu'on a, et finalement, plus on est bien placé dans la société en termes, je dirais, de statut social, de valeur, de revenus, etc., plus l'espérance de vie augmente, plus les chances d'être en bonne santé augmentent. Donc, on a à la fois, je dirais, une corrélation très stricte avec la position sociale. On a un effet de genre qui est énorme, c'est-à-dire que les hommes sont beaucoup plus exposés aux inégalités de santé que les femmes. Et la troisième chose, c'est que l'action publique peut renforcer les inégalités. C'est-à-dire que tant qu'on fait des campagnes de promotion, de conseils, etc., eh bien les mieux dotés en tirent beaucoup plus profit que les moins bien dotés, et on accroît encore les inégalités. Autrement dit, la façon de faire a été amenée à changer parce que, comme le dit Thierry Lang, qui est un épidémiologiste de Toulouse, en fait, en matière de santé, on est aveugle au social. Alors c'est pour ça qu'il est intéressant de se pencher sur les déterminants de santé, et les déterminants de santé nous font voir que les comportements individuels ont en fait un effet assez limité, mais par contre ce qui a un effet très important, c'est d'une part le travail, pas tellement la quantité finalement que le sens donné au travail, la satisfaction
que l'on retrouve dans son travail, l'intégration, l'occasion de liens sociaux. Et puis la cause des causes, c'est aussi le niveau scolaire, avec le sentiment de maîtrise de soi finalement sur alors les effets sur le travail bien sûr, la connaissance de la santé, mais on s'aperçoit qu'il y a une corrélation qui est très forte avec le niveau scolaire. Autrement dit, en matière de santé, un facteur de risque premier, mais vraiment très important, c'est l'intégration sociale. Et l'INSERM l'a très bien montré dans la cohorte Gazelle. En fait, on voit très bien que l'intégration sociale, c'est-à-dire l'ensemble des liens sociaux qui nous permettent d'être dans la société, sont un facteur de bonne santé absolument essentiel. Alors, on sait que l'Organisation mondiale de la santé, dans son programme La santé en 2020, veut améliorer la santé pour tous, ça c'est son job, mais elle insiste beaucoup sur, finalement, le leadership et aussi la gouvernance participative en santé. C'est-à-dire, et vous le savez très bien dans vos fonctions, on ne peut pas s'occuper des gens sans eux. Et donc, il faut faire avec. Et c'est une des difficultés, c'est qu'il faut faire avec. Et en matière de santé, la santé, c'est un processus adaptatif, et en fait, qui est fondé sur des environnements de soutien, sur des groupes sociaux, et pas seulement sur des expertises ciblées. Alors, aujourd'hui, en France, la stratégie nationale de santé s'est inspirée de ces acquis, et on voit bien que le discours a changé. Maintenant, on peut espérer que l'action suive. Donc, le déplacement, je dirais, de la notion de santé, et j'insiste là-dessus parce que dans la transformation du système de santé actuellement, on voit bien qu'il y a une transformation culturelle considérable à faire sur la conception même du soin que l'on a. Donc la transformation aussi de la vision de la pauvreté ou des inégalités sociales montre finalement, converge pour montrer l'importance des liens sociaux et de l'intégration sociale. Les liens sociaux, quand on parle finalement des plus marginaux, on parle des désaffiliés. C'est Robert Castel qui parle de la désaffiliation. Et il y a 4 types de liens sociaux. Il y a les liens sociaux familiaux, et on sait très bien que les milieux populaires, par exemple, ont moins de liens avec leur famille, beaucoup plus de ruptures, plus de situations d'isolement. Il y a les liens par le travail, ce que Serge Pogam appelle la participation organique, c'est-à-dire là aussi, ça donne un sentiment de reconnaissance, c'est-à-dire qu'on peut compter sur les autres, mais on sait aussi qu'on compte pour les autres. Donc on est dans une société d'interdépendance, et le travail intègre finalement. Ce n'est pas que le revenu, le travail. Il y a bien sûr les liens affinitaires, les amis, finalement tout ce qui est émotionnel, affectif, qui est absolument fondamental, et puis le lien de citoyenneté. Et quand il manque, et c'est le cas des migrants par exemple, on voit bien toutes les difficultés que ça génère en termes de participation, d'accès aux droits, de statut, etc. Donc on voit bien que l'intégration sociale est fondamentale, mais ce que l'on a découvert, c'est qu'elle est inégale. C'est-à-dire que finalement, de même que, je dirais, la santé est fondamentalement inégale parce qu'il y a le gradient social, eh bien l'intégration sociale est aussi inégale. Et les capitaux dont on dispose, ou les relations, la force des liens faibles comme des liens forts d'ailleurs, finalement, est assez inégalement répartie dans la pauvreté. Alors, dans la société. Alors, ça m'amène à parler des exclus rapidement. J'ai emprunté le titre « Soigner les exclus » à Isabelle Parizeau, qui, il y a une vingtaine d'années, a étudié des permanences d'accès aux soins de santé. Et elle l'a étudié d'une façon très intéressante, c'est-à-dire du point de vue des soignés, du point de vue des gens accueillis, pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça fait quand on est pris en charge dans une PAS, par exemple, comment on peut vivre ce recours, comment se tissent les relations entre professionnels et patients. Et finalement, elle a analysé des modes de fréquentation de ces lieux, d'accès aux soins, en termes d'expérience vécue. Alors, elle a 3 types d'expériences. Il y a un mode de fréquentation ponctuelle. Ça, c'est au début de la carrière des exclus. C'est-à-dire qu'au tout début, c'est vécu comme une humiliation. Et après, quand on a un peu d'expérience, c'est vécu avec pragmatisme. C'est-à-dire c'est vécu comme une situation qu'on espère encore transitoire, mais sans investissement relationnel. Après le mode de fréquentation ponctuelle, il y a le mode de fréquentation régulier. Alors, il y a 3 types d'expériences là. Il y a l'apprentissage. Finalement, il y a un apprentissage croisé. Et Vianney Schlegel, qui travaille sur les exclus à Lille actuellement, revient sur cette notion d'apprentissage dans la relation. Donc, l'installation, ça c'est après l'apprentissage et l'installation, c'est-à-dire
C'est intéressant parce que c'est le retournement symbolique de l'humiliation où la personne, grâce à certaines relations personnalisées, on tutoie un médecin, on salue l'infirmière, etc. Donc on retourne l'humiliation parce qu'on est comme de l'équipe. Et puis après cette phase d'installation, on peut avoir des phases de revendication. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, on s'installe dans une relation de service, mais ça justifie l'expérience critique. Et l'expérience critique, le fait de critiquer finalement ce qui nous est offert, permet de renforcer l'estime de soi. C'est un peu paradoxal, mais c'est important de voir que finalement, c'est comme en sociologie, on sait très bien que la critique peut être très positive. Le consensus n'est pas forcément quelque chose de désirable. Et donc là, dans la revendication, il y a aussi une façon de regagner de l'estime de soi. Et puis, il y a un autre mode de fréquentation aussi, qui est le mode instable. Et là, on est soit dans de l'instrumentalisation, c'est-à-dire quand la marginalité est choisie, ça peut exister. Et donc là, en fait, on instrumentalise le système, ou alors on peut être vraiment dans la crise de marginalité, et là, la personne est trop désocialisée, finalement, pour s'inscrire dans un suivi. Donc, on voit bien, si vous voulez, dans l'analyse d'Isabelle Parizeau, que l'évolution des modes de fréquentation, finalement, se traduit selon l'étape dans la carrière de la personne. Alors, j'ai fait un séminaire à l'École des études ces 2 dernières années sur cette question-là pour réinterroger ce cadre d'analyse et finalement ce qui apparaît à partir des études les plus récentes, c'est qu'il reste tout à fait pertinent. Alors, ce qu'ajoute Isabelle Parizeau, et ça me semble très intéressant, c'est que, en fait, la rationalisation par les exclus de leur attitude dans le système de soins est fonction des valeurs, des structures qui les accueillent, c'est fonction des normes en vigueur, mais c'est aussi en fonction des raisonnements communs aux patients et aux professionnels, travailleurs sociaux, soignants. Et finalement, ces relations se comprennent dans des univers symboliques. Alors, Isabelle Parizeau avait montré, par exemple, l'univers symbolique médical, où finalement, la prise en charge médicale, l'assistance, prend sens, finalement, dans des valeurs, dans une logique de compétences professionnelles, par rapport à l'état de santé du patient. Et donc, ça permet de passer du malade pauvre, d'une certaine façon, au citoyen en droit d'être soigné. Tandis que l'univers symbolique humanitaire, celui des ONG par exemple, eh bien, considère l'assistance comme une aide, un soutien interpersonnel finalement. Et donc ça s'inscrit non pas dans le droit commun, mais plutôt dans, je dirais, une relation humaniste, dans des valeurs humanistes. Et finalement, le malade pauvre devient un être humain en souffrance, digne d'être aidé. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, ces deux... Oui, le lapsus est excellent. Comme quoi. Donc finalement, ces 2 univers symboliques ont leur intérêt parce que le médical permet de pallier l'éloignement des institutions. C'est la fonction des équipes mobiles, des passes, etc. L'univers symbolique humanitaire, lui, répond plus à l'isolement social, la dégradation de l'image de soi, etc. Et donc il y a à la fois une forme de complémentarité, mais surtout, les deux ont un point commun, c'est qu'ils offrent des espaces de sociabilité et d'entretien du lien social. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu les éléments dans l'analyse de l'hébergement, tel que Schlegel le fait, par exemple, où on voit bien que, finalement, ce qui met en débat, parce qu'il y a l'inconditionnalité, mais en même temps, l'inconditionnalité, il y a des conditions de possibilité de l'inconditionnalité. Et donc, on voit bien que ce qui est en débat dans les conditions finalement d'accès ou de refus, c'est en partie les troubles psychiatriques, c'est l'usage des psychotropes, bref, c'est des questions de santé, mais qui ne sont pas interprétées par le primat médical, c'est-à-dire je suis malade, donc je suis finalement en droit et même prioritaire pour être accueilli, mais des questions de santé qui sont plutôt perçues dans une optique de déviance, en tout cas de
de problèmes, d'une certaine façon. Et ce qu'on voit bien dans le social, et c'est pour ça que je parle de l'hébergement, c'est que les infirmières jouent un rôle absolument fondamental de traducteur entre le monde médical, le monde de l'hébergement, et finalement permettent non seulement d'avoir une traduction entre, je dirais, l'expertise médicale et les travailleurs sociaux, mais aussi une traduction, je dirais, en termes de temporalité, hein, de s'inscrire dans un temps plus long que celui du soin. Donc, je termine sur, je dirais, le côté des exclus. Il me reste 2 minutes. Le côté des professionnels. Ce qui est intéressant chez les professionnels, c'est que finalement, leur gage de leurs compétences, finalement, les place dans des logiques de silo. C'est-à-dire, c'est mon job, et puis je me dois d'être compétent, mais là, je ne sais pas faire, c'est pas à moi de le faire, etc. Mais alors, du coup, il y a une fragmentation des prises en charge. Donc, tout le problème, par rapport à des situations complexes, et ça vous le savez, c'est votre quotidien, c'est la pluridisciplinarité. Et donc finalement, quand les dimensions sociales et sanitaires sont absolument inextricables. Et c'est là où finalement il est intéressant de réfléchir à ce que pourrait être une clinique de la désocialisation. Et je me réfère au très beau livre de Sylvie Lucas intitulé « Je vous salis ma rue », donc selon le mot de Prévert, où finalement Sylvie Lucas montre, si vous voulez, comment finalement les travailleurs sociaux peuvent avoir une expertise clinique, mais qui n'est pas dans le soin, mais plutôt dans le faire soigner, et où elle montre que pour soigner les exclus, les institutions ne collent pas, et qu'il faut inventer des dispositifs qui sont toujours en tension entre la logique des professionnels qui n'est ni marchande, ni bureaucratique, donc c'est un métier, je dirais, d'inférence prudentielle. Les professionnels sont, je dirais, ils ont une logique propre qui est fondée sur des valeurs, pas seulement de la technique, mais aussi les institutions qui, elles, sont fondées sur le droit commun, etc. Et on voit bien que la prise en charge des exclus se situe toujours en tension avec une nécessité de réinventer un certain nombre de solutions. Alors, le côté usant de l'expérience, la fatigue morale, le fait que les cultures ne s'emboîtent, les cultures professionnelles, hein, j'entends bien, ne s'emboîtent pas vraiment, comptent parmi les difficultés, et c'est ce qui explique que l'engagement demande beaucoup d'énergie pour que les choses bougent. Et finalement, ce qui est interrogé, c'est souvent la question du libre arbitre, du soigné, mais aussi du soignant, et la question des malentendus. Par exemple, le tiers payant, qui peut être symbole de solidarité, mais en même temps, ça peut signifier que la médecine est indue et que le soin devient indu. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des malentendus, et plus largement, cette question de la prise en charge, je dirais, des exclus, c'est la question de la citoyenneté en acte. C'est pour ça que je proposais les défis de la santé sociale, pour reprendre un autre titre d'un livre, pour le coup très récent, de Nicolas Duvou et Nadège Vézina, sur justement la santé, l'impératif, je dirais, de concevoir la santé, je dirais, comme un moyen d'intégration sociale, pour que les marginaux, certes, aient accès au droit à la santé, mais aussi soient considérés comme tout le monde. Et c'est toute la difficulté. Le SAMU social, je finis par là, a montré dans son expérience, il avait plaidé que le droit d'hospitaliser à la demande d'un tiers, par exemple les gens de la rue, soit reconnu, et puis cette action a été perçue comme très violente, mais on peut considérer que c'est encore plus violent si on ne fait rien et que ça passe inaperçu. Donc on est devant à la fois des tensions et la nécessité de créer à la fois des espaces et des langages communs entre des logiques différentes, et puis, je dirais, la nécessité de faire face à des malentendus ou à des plaidoyers pour expliquer, finalement, par rapport aux normes sociales, l'urgence et la nécessité de ce qu'on fait. Je vous remercie.